maintenant, je donne la parole à M. Akalouche. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, en ce qui me concerne, j'aimerais joindre Monsieur le professeur Sib Zahari, donc, en te félicitant donc, pour la quantité de travail que tu as effectué, donc, malgré les circonstances donc, exceptionnelles du Covid qu'on est en train de vivre. Donc, j'aimerais te féliciter bien sûr aussi donc, ton encadrant, c'est Mansouré, donc pour les efforts qu'il a donc, un petit peu déployés durant que ce soit la pandémie ou bien avant, donc durant le travail. Donc, je crois que c'est un travail qui est intéressant. Malgré donc aussi donc j'ai quelques remarques donc sur le manuscrit, mais avant ça donc je crois que tu t'es un petit peu rattrapé sur la présentation, donc tu as essayé de faire quelque chose de différent qui ne soit pas donc la même chose que tu as sur le manuscrit. Donc pour le manuscrit, donc bien sûr comme d'habitude donc il y a deux parties, une partie qui est donc forme et une partie qui est donc contenu ou bien le fond du manuscrit. Donc pour le manuscrit, donc je crois que Monsieur le professeur Zahari, il a fait le tour de pratiquement donc la majorité des remarques que j'ai. D'accord. Donc je vais pas essayer donc de revenir sur le manuscrit et de refeuilleter tout ça. Donc je vais dire grosso modo donc mes remarques. Donc déjà donc l'année universitaire, donc tu es un petit peu en avance d'une année, donc il l'a bien donc souligné. Ensuite j'ai remarqué donc beaucoup de fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, etc. D'accord. Et cela donc pour moi malgré donc les corrections de Silman Soré, donc et avec l'intervention de Silman Soré, donc j'imagine pas donc le travail sans l'intervention de Silman Soré. Donc il faut un petit peu améliorer donc la langue française. Hein. Il faut faire attention à ça parce que si tu es amené à continuer dans la recherche scientifique, tu as besoin de deux langues, pas une seule. Donc le français, de bien maîtriser le français et en même temps donc l'anglais. D'accord. Donc il faut faire attention à ça. Donc tu dois soigner ça donc d'une manière ou d'une autre. Donc apprendre un petit peu donc à mieux communiquer, utiliser donc la langue française et par la suite donc l'anglais, d'accord. Merci. Donc Merci. j'ai remarqué aussi donc beaucoup de phrases qui se répètent, beaucoup de paragraphes qui se répètent, d'accord. Les phrases qui se répètent, pour moi, je crois que ce sont des corrections que Silman Soré avait demandé, donc que tu as changé donc de place, donc tu as pris la phrase, tu l'as mis dans un autre paragraphe. Et à la fin, donc, elle se répète sans la supprimer. Il faut supprimer donc la phrase qui existait, d'accord? Parce qu'il y a des phrases qui sont bizarres qui apparaissent soudainement, d'accord? Donc, je crois que c'est dû principalement donc aux corrections de Silman Soré. Donc, il faut suivre au pied de la lettre donc les corrections qu'il t'a données, d'accord? J'aimerais te dire aussi que les paragraphes donc commencent toujours par une majuscule et finissent par un point, d'accord? Le manuscrit, donc en gros. Si on regarde le manuscrit, on ne peut pas distinguer les paragraphes. Parce que tu n'as pas mis d'interligne ou bien d'un espace entre paragraphe et paragraphe, d'accord? Donc l'interligne, c'est la même, dès le départ jusqu'à la fin. Donc tu devrais, premièrement, donc, mettre donc, la première phrase, la première ligne positive, donc un petit retrait donc, à l'intérieur pour séparer, donc, pour bien voir le paragraphe. Et ensuite, donc, chaque paragraphe, il devrait être donc, espacé par rapport à l'autre, d'accord? Sinon, si tu regardes le manuscrit, c'est comme si tu as écrit une seule page, dès le départ jusqu'à la fin, d'accord? S'il n'y avait pas les titres, donc on va voir que tout le manuscrit est écrit donc, directement, d'accord? Il faut faire attention à ça, donc c'est très important. Donc ça rentre dans ta formation, d'accord? Parce que si tu es amené, donc si tu as envie de continuer, donc tu devrais apprendre comment donc un petit peu écrire. Donc aussi, j'ai remarqué que des fois, donc, en ce qui concerne la mise en page, donc, il y a par exemple un des paragraphes, je ne me rappelle pas où, donc, celui qui est centré, donc page 32, donc il y a des phrases qui sont centrées au lieu d'être justifiées, donc page 32. Moi, je n'ai pas d'accès donc, ici au manuscrit parce que c'est lui qui est en train de partager. D'accord. Donc, sur la page 32, tu vas voir que tu as donc, trois phrases, je crois, donc, qui sont donc, centrées au lieu d'être. Donc, est-ce que tu peux partager le manuscrit? Je partage. Non. Est-ce que tu peux partager donc le manuscrit pour qu'on puisse voir? D'accord. Donc j'ai dit page 32. Donc les phrases elles sont centrées. Il y a des phrases qui sont donc au lieu d'être justifiées, elles sont donc à gauche. Donc page 26 par exemple.
D'accord. Bon, je vais passer rapidement, hein, on n'a pas besoin de rester sur ça parce que Zahir il a déjà donc souligné beaucoup de choses. D'accord. Donc j'ai déjà dit qu'il y avait donc beaucoup de répétitions, donc les phrases, j'ai dit donc bizarres. Les phrases bizarres des fois, je crois qu'elles sont dues à la traduction Google. Il faut faire attention à la traduction. Donc avec Google Translate, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que sinon, vraiment il y a des phrases. Je peux dire donc la page 13. Donc je vais regarder sur mon manuscrit ici. Donc page 13. Donc, tu dis une forte tendance au non stoichiométrique. Le numéro 1, donc oxyde de bismuth. De plus, les oxydes de bismuth ont une forte tendance au non stoichiométrique. À ne pas être stoichiométrique, d'accord? Ce n'est pas au non stoichiométrique, d'accord? À ne pas être stoichiométrique. D'accord? Donc, c'est une phrase qui est un petit peu bizarre. En page 24 aussi, d'accord? Donc, page 24, il y a l'oxyde de bismuth est adapté dans différentes. Il est adopté dans différentes applications, d'accord? Ce n'est pas adapté. D'accord? J'ai remarqué beaucoup de phrases de ce type, donc je ne vais pas rester sur ça, d'accord? La conclusion, je trouve que la conclusion est trop pauvre. Pour le volume du travail que tu as effectué, tu pouvais faire mieux. D'accord? La conclusion, il faut parler de ce que tu as effectué. Tu es en train toujours de revenir sur les applications, donc les applications du bismuth. Il faut dire ce que tu as fait, ce que tu as sorti, donc toute la partie donc, bibliographique, qu'est-ce que tu as conclu de la bibliographique, et ensuite passer à la partie donc, expérimentale. Quelles sont les conclusions que tu as sorties? Quel type d'oxyde de bismuth que tu as préparé, par quelle méthode, pourquoi le choix des différents pH, etc. Donc, conclure sur ce que tu as fait. D'accord? Pour moi aussi, donc, puisqu'il y a un volume considérable de travail, donc, et même je suis un petit peu donc, en désaccord avec M. Azhari, parce que M. Azhari il a dit que cette partie, elle devrait aller donc, dans un annexe. Pour moi, il te manque une grosse partie méthode de caractérisation. Un chapitre. Puisque tu as utilisé plusieurs techniques, tu as le MEP, tu as l'infrarouge, tu as diffraction des rayons X, tu as l'impédance, je ne sais pas quoi encore plus. Donc, beaucoup de techniques, tu pouvais donner le principe, donner l'appareillage, donner les conditions. D'accord? Oui. Au lieu de le mettre dans une partie qui est annexe. Donc, c'est tout un chapitre que tu pouvais gagner au niveau de ton travail. D'accord? Ensuite, donc, j'ai eu quelques problèmes au niveau donc, de voir, par exemple, les échelles du MEP, des images MEP. D'accord? Les échelles sont trop petites. Je ne pouvais même pas savoir si c'était 1 micromètre ou 10 micromètres ou bien quel est l'agrandissement, etc. D'accord? Donc, il faut donc l'échelle, il faut la remettre avec donc, un chiffre qui soit plus grand. D'accord? Donc, il faut la traiter. L'image, il faut la traiter. D'accord? Bon, je finis donc cette partie qui est donc en ce qui concerne donc la forme, puisque c'est Zahari donc il a déjà donc bien traité et en détail donc tout ce qui est donc la forme, et je vais passer donc au contenu. Donc premièrement, donc j'ai plusieurs donc questions, d'accord. Donc tu dis dans le texte que pour l'élément bismuth, l'état d'oxydation le plus stable est l'état +3. Pourquoi? Oui. Pourquoi c'est l'état le plus stable? Pourquoi c'est pas +2? Pourquoi c'est pas +4? Si, parce que généralement on trouve dans la torsi l'oxyde de bismuth, on trouve que le degré le plus 3,3 généralement dans la torsi. Mais pourquoi? Chimiquement ou bien physico-chimiquement, pourquoi l'état d'oxydation +3 c'est le plus stable? Vous l'avez étudié, hein? Et je peux te dire que vous l'avez étudié en première année. La configuration électronique. La configuration électronique. Qu'est-ce qu'elle a, la configuration électronique? Exactement, c'est la configuration électronique. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que tu peux détailler? C'est la question pour le candidat. La configuration électronique, il est donné. Oui. Il est donné. Donc, pourquoi l'état d'oxydation +3, c'est la plus stable? D'après la configuration électronique.
Les éléments, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Quand vous avez un élément, il a tendance à essayer d'être le plus stable possible. D'accord? Comment? En allant à la configuration électronique d'un gaz. D'accord? Il veut qu'il ait donc la couche la plus externe, la plus remplie. D'accord? Donc maintenant, il va prendre 3 électrons parce que sa configuration donc, de valence c'est 6s2, 6p3. Donc pour avoir 6s2, il va perdre 3 Oui. et il a donc la couche S complètement remplie. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est. Oui. Il n'aimerait pas être dans une configuration où il perd seulement un électron, par exemple. Ça sera 6s2, 6p2. Il a besoin d'en perdre plus pour être plus stable. D'accord? Donc, il va s'arrêter à 6s2. Il va perdre 3 électrons. D'accord? Donc, c'est d'après la configuration électronique. Oui. Il est donné dans le tableau 1. Oui. Non, c'est pour ça que je pose la question. Parce que c'est donné dans le texte, donc il devrait comprendre pourquoi. Oui. D'accord? C'est pour ça que j'ai posé la question. Une autre chose que tu répètes et tu répètes dans le texte, tu parles d'une phase métastable, d'accord? Tu as 2 phases métastables, d'accord, dans le cas de l'oxyde de bismuth. La phase bêta et la phase gamma, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire par une phase métastable ou bien un état métastable? Quelle est la définition C'est quoi? Un état métastable, c'est une phase qui se forme dans un domaine de température et après se disparaît. Ne pas stable de température ambiante. Non. Il faut être scientifique dans son interprétation, dans sa définition. Un état métastable, est-ce que c'est un état qui est stable en premier? Est-ce que c'est un état qui est stable? Est-ce que c'est un état qui est stable? C'est une question. Est-ce que c'est un état qui est stable? Non, c'est pas un état qui est stable. Mais il est comment? Métastable, c'est. Il a l'apparence d'être stable. Il a seulement l'apparence d'être stable. D'accord? Pourquoi il a cette apparence d'être stable? Il est en transformation, mais il a l'apparence d'être stable. C'est parce que la transformation à un état métastable, elle est si lente, la vitesse de transformation elle est si lente qu'on ne peut pas l'apercevoir. D'accord? Donc, il est en transformation, ce n'est pas un état qui est stable, il a l'apparence d'être stable. À cause de quoi? À cause de la vitesse de la transformation qui est une vitesse qui est très, très lente. D'accord? C'est pour ça que les états métastables ne persistent pas. D'accord? Donc, tu as vu que si tu reviens, donc, est-ce que tu peux partager le manuscrit, s'il te plaît? Le mémoire. Est-ce que tu peux le partager? Le mémoire? Ou bien la présentation, comme tu veux. Parce que je crois que tu as même le même schéma, donc le diagramme de phase sur la présentation. Donc la présentation, ou bien comme tu veux. Ou bien le mémoire. La présentation. Non, pour le moment, on n'a rien reçu. Je vais partager. D'accord. Ok. Maintenant? Non, Bon. non, pas Ça va encore. venir, ça va venir. Est-ce que tu peux aller donc au diagramme de phase, donc à la page 14, puisque ça c'est le manuscrit, page 14. Page 14. C'est pour PowerPoint ou bien PFE? Pour moi, c'est la même chose. J'ai pas de problème. Page 14. Monsieur, s'il vous plaît. Page 14. Oui, ici. Je viens de partager la page. Je viens de partager. D'accord. Sur le manuscrit. D'accord. Est-ce que tu peux enlever nos visages pour qu'on puisse voir le manuscrit? Voilà. Allez, C'est bon, là? très bien. D'accord. Donc Oui, ici. Page 14, c'est ça. Oui. Donc ici le diagramme de phase. Donc tu l'as déjà expliqué. Donc tu as dit que donc tu as une température donc élevée. Et ce que vous faites, c'est donc normalement c'est diminuer la température pour avoir les différentes phases. Et ça dépend. Pour avoir les états métastables, qu'est-ce que tu devrais faire? Donc diminuer la vitesse de refroidissement. D'accord. Si tu vas rapidement,
tu ne vas même pas percevoir l'état métastable bêta ou bien gamma. Oui. Tu vas passer directement, donc le premier cas, de delta à alpha. D'accord? Mais au moment où tu vas d'une manière qui est lente, tu es en présence d'un état donc métastable qui est le bêta ou bien le gamma selon donc, la vitesse de refroidissement. D'accord? Donc ce qui m'intrigue un petit peu au niveau du rapport, c'est que sur tes résultats, tu parles de la phase bêta, donc à partir de 25 degrés jusqu'à 270 degrés. Et ça, je ne l'ai pas trouvé donc, sur la bibliographie. J'ai cherché un petit peu. Normalement, donc, tu as la phase alpha. Oui. De 25. De 25 en haut. Et tu as la bêta, d'après le diagramme qu'on a devant nous. D'après le diagramme, donc, on a la phase bêta qui est entre 650 et 330 degrés Celsius. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris. Pourquoi vous avez la phase bêta avant la phase alpha? Oui, parce que dû à le mode de refroidissement qui est employé. Non, dans votre cas, vous chauffez. Fais attention. Oui. Dans votre cas, vous chauffez. Vous chauffez et vous vous arrêtez et vous prenez votre échantillon et vous faites diffraction des rayons X. Et vous avez la phase bêta avant. Oui ou non, c'est mon soirée. Oui. Donc c'est en chauffage. Ce n'est pas le diagramme, c'est en refroidissement. Mais dans votre cas, vous chauffez, vous avez la phase bêta. C'est ce qui me paraît un petit peu bizarre. Oui, c'est impossible d'apparaître la phase au niveau du chauffage, oui. Non. Attention, ce que vous dites. Pas bien. Donc, parce que là, il y a deux choses. Là, il parle de chauffage, qu'on a vu, parce qu'à partir des oxalates, on a fait la décomposition thermique, d'accord? Et au niveau de la décomposition thermique pour les deux oxalates, on a obtenu deux pics. Il y a un pic qui est exothermique, il y a un pic qui est endothermique, qui correspond à la transition bêta-alpha, et l'autre qui correspond à la transition alpha-bêta. D'accord? Donc ça, on les a vus au chauffage. Donc c'est à partir de ça qu'on a fait après les traitements thermiques dans le four. Mais dans les traitements thermiques dans le four, on a analysé après les échantillons, on les a analysés en refroidissement. On ne les a pas analysés à la température, à haute température. Donc, par exemple, vous avez fait 270 degrés Celsius et ensuite, vous récupérez l'échantillon. Refroidir et vous récupérez l'échantillon. Très bien. Voilà, c'est ça. Oui. Pour moi, ça me paraît bizarre d'avoir la phase bêta avant la phase alpha. Parce que la phase bêta, c'est une phase métastable. Oui, mais c'est pour cela pourquoi normalement, nous, on a fait, comme vous voyez, surtout à la fin, la diffraction des rayons X à la fin, on a fait 270, 300, 330, 400. C'est parce que normalement, c'était bizarre pour nous de voir la phase bêta. Oui. Et on a dit qu'à la fin, c'est peut-être la méthode de synthèse aussi, elle a une influence sur la stabilité de cette phase. Parce qu'on a remarqué qu'aussi, par exemple, dans des articles des auteurs antérieurs, ils ont remarqué que, par exemple, si on veut synthétiser, par exemple, la phase delta, qui n'est pas stable à basse température, qui est stable à haute température, on peut la synthétiser simplement, soit par un dopage, on va doper, ou bien en changeant la méthode de synthèse. Et la méthode, par exemple, si on fait par la voie électrochimique. Électrochimique, oui. Mais l'électrochimique, c'est différent. Mais le contrôle, d'une manière. Qui est stable à basse température. D'une manière électrochimique, le contrôle, il est différent de faire des calcinations. Donc, la même chose pour nous, que quand on a fait la synthèse par la voie de coprécipitation, on a remarqué que cette phase, on peut la voir, la phase bêta. On peut la voir. Mais qu'avant, que c'était pas stable, c'était métastable. Mais le problème, c'est que cette phase, une fois qu'on dépasse les 270, aux alentours, par exemple, de 400, donc on n'arrive pas à la revoir. C'est pas un phénomène qui est réversible. D'accord? Parce que dans la majorité des cas, que les transitions de phase ou bien les changements structurels sont réversibles. Mais dans ce cas-là, c'était une phase qui est métastable. D'accord. Non, oui. Oui, concernant la transition au cours du chauffage, transition bêta-alpha, normalement, d'après les lois de la nature, il est interdit, c'est impossible.
C'est je pense. impossible. C'est impossible, lorsqu'on augmente la température, de passer d'une phase tétragonale à une phase monoclinique. Impossible. Parce que ce passage-là, il va diminuer la symétrie. Et c'est impossible. Normalement, lorsqu'on augmente la température, on augmente la symétrie. OK, c'est impossible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir avec le pic que vous avez observé, avec le pic exothermique. Avec le pic exothermique, on observe les ATD. Donc, il faut essayer de voir à quoi elle correspond. Mais Donc, c'est dans la littérature. Alpha, il est impossible. C'est le zéro. Dans toute la littérature qu'on a lue, parce que surtout normalement, toute la littérature explique ça par cette transition. Par exemple, normalement, dans toutes les transitions, quand on a la symétrie, donc c'est-à-dire quand on passe un matériau qui n'est pas symétrique à un matériau qui est symétrique, par exemple la transition alpha à bêta, donc on a un pic qui est endothermique. Mais quand il y a le passage qui est inverse, donc on a un pic qui est exothermique. Normalement, le pic, toutes les transitions de phase doivent être endothermiques. Mais là, vous voyez, c'est un pic qui est exothermique. Donc c'est ça pourquoi Non, la question qui se pose dans ce cas. Dans la littérature, ils ont expliqué ça par la transition bêta-alpha. Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut appeler la phase bêta comme une phase qui est métastable? Ce n'est pas une phase métastable dans ce cas. Parce que la phase métastable, elle est en relation. Normalement, si on revient, le chauffage, il n'y a pas de problème, on peut l'avoir. Mais quand on dépasse, par exemple, la température de 300, et on refroidit, on ne va pas l'avoir. Non, parce que la phase bêta métastable, elle est en relation avec quoi? Avec le refroidissement. Pour avoir la phase métastable, on a une condition qu'on ne doit pas donc négliger, qui est être en refroidissement. Parce que c'est un passage, donc c'est passer à une autre phase, grâce à quoi? Grâce à la vitesse de refroidissement, pas la vitesse du chauffage. Oui. C'est pour ça que ce qui m'intrigue, c'est comment avoir bêta en chauffage. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Peut-être que c'est publiable, hein? Bon, c'est pas que je suis en train de critiquer. Non, c'est pas publiable. C'est déjà, il y a des publications de ça. C'est pas nouveau. D'accord. Parce que j'ai essayé de retrouver ça. Il y a des publications de Romanil et la publication de Monroe. Il y a plein d'auteurs qui ont vu la même chose. Donc, en parlant de publication, donc j'aimerais juste souligner une chose. Donc, publication. Donc, ici, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup j'avais dit déjà, donc, d'utilisation de Google Translate. Donc, traduction pour traduire. Et donc, principalement, j'ai vu que tu t'es basé sur une thèse. La thèse de Arnaud Elfen. Et tu as utilisé les mêmes phrases. Quand tu utilises les mêmes phrases qu'un autre auteur, il faut mettre la référence. Oui. Et tu n'as pas mis la référence. Ça, c'est du plagiat. D'accord? Vraiment, tu as mis... Parce que moi, j'ai un petit peu fait ma propre recherche. Tu as mis la référence sur le manuscrit. Je peux t'assurer que tu as mis la référence, mais tu l'as mis donc ailleurs, d'accord? Pour revenir sur une autre chose. Mais normalement, si tu utilises la même phrase, tu dois mettre la référence. D'accord? C'est très important. D'accord? Sinon, tu as copié. C'est un fraude. D'accord? Donc, page 19, s'il te plaît. Donc, que veut dire apte à se condenser? Donc, sur la page 19, tu dis que un matériau qui est apte à se condenser. 19. Donc, tu as donc sur les différents tirets, les points, la génération d'un précurseur apte à se condenser. Je crois que là, il y a une faute. Et une faute qui est un petit peu grave pour moi. Il n'y a pas de condensation. Il y a précipitation. Les tirets, les 4 tirets que vous avez, donc les points noirs. D'accord? La génération d'un précurseur apte à se précipiter. Pas se condenser. D'accord? Sinon, se condenser, je crois que ça serait Chemical Vapor Deposition, c'est CVD. La déposition par évaporation donc chimique. Là, il y a que se condenser. Donc, il faut faire attention. Quand on copie une phrase,
Il ne faut pas la prendre d'une manière qui est donc absolue. Page 24, tu parles de pile à combustible et tu dis que c'est une charge pour la pile à combustible. Page 24. Monsieur, répétez la question, s'il vous plaît. De page 24, premièrement, pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on a donc cette phrase. Donc, page 24. Est-ce que tu es sur la page 24, Simon Soré? Oui, oui, j'ai affiché la page. Très bien, très bien. Donc, la pile à combustible à oxyde solide, donc SOFC. Donc, tu as la deuxième ligne sur ce paragraphe, lorsqu'une charge est appliquée à la pile. Donc, Oui, la deuxième ligne. Alors, on va voir que l'oxygène se réduit au niveau de la cathode. Non. Est-ce que tu es sûr que c'est une charge? Comment? Est-ce que tu es sûr que c'est une charge? Non. Est-ce que c'est une charge? C'est indifférent de potentiel. Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est une décharge? C'est ça la question. Tu as deux réponses. Soit c'est une charge, soit c'est une décharge. Pas charge ou bien décharge. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est une charge, pourquoi? Si c'est une décharge, pourquoi? C'est dans le nom de la pile à combustible. Pile à combustible, ça veut dire qu'il y a un combustible qui devrait être utilisé. Ça veut dire que tu es en décharge. Il n'y a pas de charge sur une pile à combustible. Il n'y a pas de charge. Il n'y aura jamais de charge parce qu'elle doit être toujours alimentée par le combustible. Le combustible, dans ce cas, c'est quoi? C'est l'hydrogène et l'oxygène. D'accord? Donc, la pile à combustible, ce n'est pas comme les batteries lithium-ion. C'est une batterie qui est toujours en décharge. Parce qu'on doit toujours donc l'alimenter d'un combustible. D'accord? Oui. Donc, je crois que Zahel est déjà donc, à souligner donc, sur la page 32 une petite perte donc, sur la TDTG ou bien la TG, une perte de masse. Tu dis entre 300 et 350 degrés. Donc, page 32. Là, c'est déjà affiché. Je ne vois pas. Attends, monsieur, encore pour moi. Je ne vois pas donc le. C'est bon pour vous? Ah oui, tu dis entre 300 et 350 degrés. Là, très bien, oui. Ce n'est pas 300 et 350 degrés, c'est 250 et 300 degrés. Oui, parfait. Oui. Je crois que tu l'as dit sur la présentation. Toi, tu t'es rattrapé sur la présentation. Tu l'as corrigé. D'accord? Oui. Dans ce cas, pourquoi donc la transition de phase en général de alpha à delta, donc elle est exo, et pourquoi la fusion elle est endo? Pourquoi la transition de phase alpha à delta elle est exothermique et celle qui est donc la transition de phase classique qu'on connaît, donc qui est la fusion, donc du solide au liquide, elle est endothermique, à ton avis? Est-ce qu'il nous écoute ou pas? Je crois qu'on l'a perdu. Est-ce qu'on a perdu, hein? Oui. Non. Est-ce que tu m'écoutes? C'est Hussein. Oui. Donc, j'ai posé la question. Pourquoi la transition de phase alpha à delta, elle est exothermique et la fusion, elle est endothermique? Oui, pour la transition de la phase delta à la phase alpha, si on passe d'un structure bien ordonnée à une structure désordonnée, on va avoir une pique exothermique. Et l'inverse, si on passe d'une structure et pourquoi celle de fusion, elle est exo? Pourquoi celle de la fusion, elle est exothermique? Pardon, monsieur? Pourquoi celle de la fusion, la transition de phase de la fusion, elle est endothermique, pardon. Endothermique. Oui, parce qu'on donne l'énergie, c'est-à-dire c'est une réaction qui est endothermique, parce qu'on donne l'énergie pour faire la fusion. Donc il va consommer? Ça,
consommer l'énergie de l'énergie pour passer. Donc, on appelle donc, dans ce cas, on l'appelle chaleur latente, cette énergie. D'accord? C'est que vous l'avez déjà donc étudié, la chaleur latente. D'accord? Oui. Donc, j'ai une petite remarque donc, au sujet des MEP qui apparaissent après une conclusion, donc page 37. Donc, les images MEP qui apparaissent après la conclusion. D'accord? Elles doivent apparaître après donc, la description. D'accord? Page 37. Page 37, après. Après. Donc là, il y a la description. Après, 38, vous avez donc. D'accord? Donc c'est après la conclusion. D'accord? Elle devrait être donc avec le commentaire ou bien le paragraphe qui lui correspond. J'ai une remarque qui est un petit peu donc, grave. Vous dites sur le manuscrit qu'il y a des nanoparticules. Moi, sur aucune image, même, je n'ai vu de nanoparticules. Les micros. Comment? Les micros, mais... Pourquoi vous avez écrit nanoparticules? Il faut corriger. Bon, c'est sur tout le manuscrit, d'accord? Donc ce ne sont pas des nanoparticules. C'est difficile d'avoir des nanoparticules avec la coprécipitation, juste pour te le dire. D'accord? C'est une technique qui est vraiment difficile à contrôler pour avoir, parce que vraiment tu dois bien contrôler le pH, bien contrôler la température utilisée. D'accord? Donc c'est très difficile d'avoir des nanoparticules. Ce n'est pas la méthode de choix pour avoir des nanoparticules. Mais pourquoi la coprécipitation elle est intéressante, à ton avis? Puisqu'elle ne permet pas d'avoir les nanoparticules, pourquoi elle est intéressante? Parce que nous permettre de synthétiser des poudres avec une taille vraiment micromètre. On trouve aussi des poudres homogènes, des bons petits. Mais si tu me dis ça, il y a d'autres méthodes que tu peux utiliser. Déjà, Silman Souri, il avait mentionné donc celle électrochimique. Par exemple, ça te permet donc de bien contrôler, d'avoir la phase delta d'une manière qui est donc bien précise. D'accord? Donc pourquoi Silman Souri, quand il a décidé donc de déposer donc son projet pour un projet de fin d'études, pourquoi il a décidé de prendre la coprécipitation et ne pas prendre une autre méthode? D'accord? À ton avis? Pourquoi tu n'as pas demandé de le faire avec la méthode Solger ou bien combustion, par exemple? Parce que cette méthode n'est pas disponible au niveau du laboratoire. Ah, non. C'est mon collègue, je travaille avec lui. Hein. C'est mon collègue, on est dans le même laboratoire et je travaille même avec lui. Et on a utilisé plusieurs méthodes pour faire des synthèses. C'est une méthode de choix pour l'industrie. D'accord? Pour l'industrie, c'est une méthode qui est pas chère, elle ne coûte pas beaucoup, elle est sûre, d'accord? Question de sécurité, il n'y a pas d'explosion, d'accord? C'est pour ça qu'on essaie d'adapter cette méthode pour avoir de bons résultats au niveau de, par exemple, dans ce cas, de l'oxyde de bismuth, d'accord? Ce n'est pas parce que, sinon, si on veut quelque chose de cher, on fait des dépôts, des dépositions avec des appareils qui sont très chers, et quand on va le vendre à l'industrie, on va nous dire non, c'est pas rentable. Oui, les performances, elles sont très bonnes, mais c'est pas rentable. D'accord? Donc, une dernière, peut-être la dernière remarque, donc page 44, donc pour le MEB. Image de MEB. 44. Donc, ici. Ici, j'ai été surpris par la description. Donc, tu dis qu'il y a bâtonnet, qu'il y a oursin, qu'il y a... Pour moi, ces questions, comme Zahari l'a déjà mentionné, donc c'est question d'agrandissement. Donc, je crois que vous avez la même, dans ce cas, vous avez la même forme, la même morphologie. Oui, il a une morphologie. Mais pour tous les échantillons. Encore plus, je peux te dire qu'il y a une image ici qui n'appartient pas à un des échantillons. L'image D que tu as, donc attends que je le regarde sur notre ordinateur. L'image D,
C'est un zoom. Ah oui, c'est un zoom de Fagot dans l'image C. De C. Et vous dites que c'est 300 et 400 degrés pour C et D. Il faut faire attention. Oui. Ce n'est pas l'image adéquate. Vous devriez revoir cette image. D'accord? Donc, quelle est la différence puisque donc, ils ont la même forme. Quelle est la différence donc, entre ceux de 300 et 400 degrés? Moi, je ne vois pas de différence. Je n'ai vraiment pas de différence. Vous avez la même morphologie, en vrai. Juste une chose avant donc, de terminer. Donc, au sujet du meuble, donc, tu dis morphologie des particules, morphologie des échantillons. Ce n'est pas morphologie des particules. Tu ne peux pas prendre une particule et regarder sa morphologie. D'accord? Oui. Donc, la morphologie de l'échantillon. Et la taille des grains, ou bien la forme des grains, ou bien la forme des particules, comme tu veux. D'accord? Donc, sur ce, donc, je crois qu'on a pris beaucoup de temps, mais bon, je crois que le travail est intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses donc, à essayer d'analyser dans le futur donc, comme perspective. Donc, j'aimerais encore une fois donc, te remercier, te féliciter ton encadrant. Et j'aimerais te souhaiter donc une bonne continuation et un succès. D'accord? Donc, malgré les circonstances du Covid, donc, je crois que vous avez fait un bon travail. Donc, je redonne la parole à Monsieur le Président Selim Sory. Voilà, merci. Merci, c'est Aklanouch. Merci, Monsieur Lazari. Donc, je tiens à vous dire que normalement, le sujet, c'est un sujet qui est, on va dire, qui est très intéressant aussi. Mais le problème de ce sujet-là, c'est qu'au départ, on cherchait à obtenir la phase delta. C'est la phase delta qui a plus d'applications industrielles, surtout l'application dans les piles à combustible. Donc, on cherchait de la stabiliser à basse température, parce qu'on sait qu'à température, on peut l'avoir, mais à basse température, on essaie de chercher. Quand on a fait une étude bibliographique, on a remarqué que cette phase, on peut la stabiliser soit par la méthode électrochimique, ou bien par la méthode, ou bien par le dopage. Oui. Et normalement, c'est un sujet que je travaille avec l'Université de Toulon. Donc, c'est un sujet qui est industriel et eux, ils cherchent à stabiliser ça avec la méthode de coprécipitation, la méthode la moins chère. Ah, tu as entendu C8XA? Voilà, tu as entendu? Tu as entendu pourquoi? Parce que déjà la collaboration, elle est une collaboration avec l'industrie. Donc, c'est très important d'avoir une méthode qui soit donc, économique, on va dire, bon marché. D'accord. Moi, je rejoins. Donc, normalement, il y a plein de travaux. Donc, c'est un travail, normalement, c'est entre deux laboratoires. C'est le laboratoire ici au Maroc. Donc, là où il a travaillé, c'est Hamon. Donc, il a fait toute la partie synthèse à différentes pH. Donc, vous voyez, il a fait toute une gamme de pH entre 0 normalement jusqu'au 7. Mais à partir du 7, on a remarqué qu'il y a d'autres choses, que les choses, ça devient plus compliqué. Okay? Alors, concernant normalement ce que vous avez dit pour la TDATG, donc c'est vrai que ce qu'il a dit M. Lazari, que c'est très difficile de passer d'une partie qui est symétrique à une partie qui n'est pas symétrique. Donc, c'est pas vraiment dans les lois de la thermodynamique, c'est pas facile. Mais quand on regarde toute la littérature qu'on a dit, toute la littérature, il explique la présence de ce pic exothermique. C'est un pic qui est lié à la transition de la phase bêta à la phase alpha. Mais le problème, c'est que quand on dépasse cette température et on veut revenir, par exemple, au refroidissement, quand on regarde, là on a regardé que la courbe de chauffage, mais quand on fait la courbe de refroidissement, on ne retrouve pas ce pic-là. On retrouve que le pic de la transition de alpha à bêta, si ça se contrôle. Mais l'autre pic, on le retrouve. Et nous, ce qu'on a remarqué aussi, on a essayé d'expliquer, est-ce que vraiment cette phase bêta, est-ce elle existe? Donc c'est pour cela pourquoi on a fait des différents traitements thermiques à 270, à 300, à 330, à 400. Et on a trouvé le problème, c'est qu'on n'a pas fait les tractions de rayons X à la température, à haute température. C'est-à-dire on n'a pas fait à 266, mais on a fait simplement les tractions de rayons X classiques. Classique, c'est-à-dire on chauffe et on refroidit et on passe l'échantillon de fractions de rayons X. Donc on a remarqué la présence de cette phase. C'est vrai que malgré
il y a parfois, majoritairement, il y a la phase bêta. Mais on voit très bien que si on veut vraiment chercher les pics, on va trouver que même dans 270 ou bien dans 300, il y a des petits pics, et ces petits pics, ils représentent la phase alpha. Mais j'ai une petite remarque. Parce que si la phase bêta existe, on ne peut plus lui dire qu'elle est une phase métastable dans ce cas. Oui, mais le problème, c'est quand on fait la diffraction de rayons X, donc on trouve cette phase. Hein. Oui, mais le problème aussi, si elle est métastable, et on prend donc l'échantillon avec l'existence de la phase bêta, par exemple, si vous arrivez à former la phase delta avec une quantité, donc une petite quantité de bêta, la bêta, elle va gêner. Parce qu'elle va changer, à n'importe quel moment, elle va changer à une autre phase. Voilà, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'ils ont dit aussi qu'on peut trouver cette phase, mais le problème, c'est qu'il faut voir le vieillissement. Avec le temps, est-ce qu'elle va rester à la phase bêta? Avec le temps, si elle est à l'état métastable, elle ne va pas rester. Ça, c'est sûr. Ah, je suis sûr, je suis sûr. Si elle n'est pas dans un état métastable, ça veut dire qu'elle peut persister. La preuve pourquoi on n'a pas resté, la preuve, c'est lorsqu'on a fait le SIC, si vous avez remarqué le SIC, on n'a vu que deux transitions. Normalement, on ne doit pas la première transition. La première transition, on n'a pas vu. La transition de temps, on n'a pas vu. Déjà, le SIC, c'est très difficile à manipuler la SIC. Mais le problème aussi de la conviction, il y a plein d'autres que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas vraiment à finaliser les styles SIC parce que déjà la complexité comment dirais-je, de la reproductibilité des résultats. Il n'est pas reproductible. Donc, vu ces transitions de phase qui ne sont pas stables, on ne trouve pas les mêmes choses. Mais aussi, il y a le problème de la température qui n'est pas aussi stable dans le four. Déjà, il y a plein de choses. D'accord? Pour la microscopie électronique à balayage, c'est vrai que les résultats de la microscopie qu'on a fait, donc ce ne sont pas de même grossissement, c'est sûr. Pour vraiment comparer des échantillons, il faut comparer avec le même grossissement, avec le même échelle. Sauf que ces résultats, on les a eu pas lentement. C'est M. NS, d'abord, qui a fait, c'est le thésard qui se trouve à Toulon. C'est lui qui a fait les résultats de microscopie électronique à balayage et il les a envoyés. Et sans faire le dépouillement, donc nous, on a essayé de prendre ces résultats, on les a insérés dans le rapport. Mais normalement, dans la littérature, ils disent quand on trouve normalement la forme déjà dès le départ, on trouve une forme sous forme des oursins, bien sous forme des fagons. Quand on a cette forme dès le départ, il y a de grandes chances à la fin de trouver la phase delta. De trouver une phase qui est pour une application dans les fils à combustible. Si au départ, on n'a pas cette forme-là, si on a simplement des plaquettes qui ne sont pas vraiment libres attachées avec les autres, donc c'est très, 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 très difficile d'avoir l'application dans les fils à combustible. Voilà. Et c'est vrai que le travail il y a plein de choses qui restent à faire, surtout puisqu'on travaille à différentes pH. Donc, il faut vraiment trouver le bon pH pour stabiliser la phase delta. Mais on a remarqué qu'on ne peut pas la stabiliser comme ça, toute seule, en utilisant la méthode de pré-précipitation. Donc, il faut penser à la doper par d'autres éléments. Voilà. Finalement, je tiens à féliciter M. Etsi, d'accord? Donc maintenant, il doit tenir compte de toutes les remarques des membres du jury et me faire sortir un rapport avec toutes les remarques et un rapport final qui est corrigé qu'on peut le laisser dans la bibliothèque de notre parti. Voilà, merci à tous les membres du jury.